Pour ce débat sur la réinvention de l'entreprise, je suis entouré par 3 cadres dirigeants d'entreprises et d'organisations. Jérôme Nanty, DRH de Carrefour, Xavier Procetta, DRH du groupe Bolloré, par Miss Youn, qui est directrice générale adjointe de Pôle emploi, et je suis entouré aussi par Nawal Marani Alaoui, qui dirige le service People Consulting de notre partenaire EY. Jérôme Nanty, je vais commencer par vous. Chez Carrefour, la réinvention était en fait au programme, la transformation était au programme depuis 2018, depuis un programme qui s'appelait à l'époque Carrefour 2022. Et ce programme, et vous allez nous raconter tout ça en détail, a été quand même fortement impacté par la crise que nous connaissons maintenant depuis 1 an. Bonjour à tous. Alors ce programme, il s'appelle d'ailleurs toujours Carrefour 2022. C'est un plan de transformation qui a été lancé en janvier 2018. On parlait effectivement de réinvention. Je pense que l'enjeu de Carrefour, il a été de se réinventer à ce moment-là. Et que paradoxalement, ce qu'on a vécu depuis 1 an a eu plus pour effet de conforter les orientations stratégiques qui avaient été adoptées à ce moment-là, notamment autour du e-commerce, du développement du e-commerce et puis de la qualité alimentaire. Finalement, ça a plus conforté ces orientations et finalement accéléré un certain nombre de transformations qui étaient déjà à l'œuvre et pour lesquelles probablement il n'y aura pas de retour en arrière, en tout cas au stade initial, plutôt que ça n'a été une crise de rupture. L'enjeu, c'était de passer d'une entreprise très hiérarchisée à une entreprise beaucoup plus coopérative, d'être d'une entreprise très centrée sur elle-même à une entreprise beaucoup plus ouverte sur les autres, d'une entreprise évidemment très physique à une entreprise qui soit à la fois physique et digitale, d'une entreprise très hiérarchique, une entreprise qui apprenne à fonctionner sur des modes matriciels. Donc, et puis après, il y avait aussi des marqueurs culturels très forts sur la capacité opérationnelle, sur la réactivité, sur la capacité à faire face à l'imprévu, qui ont d'ailleurs été des atouts dans cette crise, sur lesquels, au contraire, il fallait capitaliser. Ce qui s'est passé, c'est que Carrefour s'est engagé en 2018 dans un programme de restructuration sociale qui a nécessité effectivement de beaucoup négocier. On a d'ailleurs obtenu des accords majoritaires sur tous les dispositifs qui ont été mis en place, qui étaient des dispositifs importants, en plus à l'échelle d'un groupe qui compte quand même beaucoup de salariés. Donc les chiffres sont tout de suite très très forts. Ensuite, on est rentré dans des négociations sur des sujets plus de moyen terme, qui sont d'ailleurs pas très différents de ceux qui sont négociés dans beaucoup d'entreprises. Et je pense que à la sortie de cette crise sanitaire, on va avoir de nouveaux sujets de discussion ou de négociation. Quels sont-ils ces sujets que vous allez proposer aux partenaires sociaux ? Il y a des enjeux de management, il y a des enjeux de partage de l'information, il y a évidemment des enjeux d'organisation spatiale du travail, c'est-à-dire des enjeux basiquement d'organisation matérielle. Donc il faut qu'on tire les leçons de cette période. Vous m'avez dit en préparant cette table ronde que vous avez envoyé des salariés du siège en nombre important, vous m'avez parlé je crois de 1000 ou 1500, dans les magasins en renfort au début du confinement. Et puis vous avez envoyé vos équipes du siège en télétravail. Donc finalement, la crise a accéléré des changements de mode de fonctionnement. Effectivement, on a mis en place une opération qui s'appelait Tous engagés en magasin, qui était de dire à des salariés des sièges en télétravail qui, pour une raison ou pour une autre, avaient un taux d'occupation qui était plus faible du fait du confinement, allaient en magasin. On en a eu 1500 qui ont été volontaires. Et d'ailleurs, on a retrouvé ces 1500-là à l'occasion du deuxième confinement. C'est quelque chose qui a été vécu de manière très forte, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il avait fallu s'adapter très rapidement. Le plus gros challenge, ça avait été d'adapter notre capacité à fournir en termes de e-commerce et de commandes en ligne. S'il y avait une leçon à retenir de cette crise pour vous en tant que professionnel RH chez Carrefour, quelle serait-elle ? Nous, on en a tiré une leçon, mais qui est probablement très spécifique, c'est que pour une entreprise de cette taille et qui par ailleurs n'a pas été arrêtée, donc n'a pas eu de temps d'adaptation, on n'était pas prêt à gérer cette dimension sanitaire. Cette crise avec
une augmentation brutale du chômage aurait pu déstabiliser l'opérateur public de l'emploi, Pôle emploi, avec un afflux de chômeurs très important, considérable à recevoir, à gérer. Or, paradoxalement, M. Youn, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, on m'a parlé de toute autre chose. Vous m'avez parlé de performance, de résultats, de benchmark, de qualité. Alors finalement, c'est ça la réinvention de Pôle emploi qui est en marche aujourd'hui ? Évidemment, aujourd'hui, Pôle emploi est pleinement mobilisé et complètement sur le front pour accompagner les demandeurs d'emploi, leur trouver des solutions, mobiliser toutes les mesures qui sont à disposition pour leur permettre de bénéficier d'un soutien renforcé. Et puis évidemment, aux côtés des entreprises qui, aujourd'hui encore, pour certaines, connaissent des difficultés de recrutement et pour lesquelles, là aussi, nous démultiplions notre action. Je pense au bâtiment, je pense évidemment à l'action sociale, à la santé. Donc Pôle emploi est évidemment sur le front. Alors chez vous, les plans d'entreprise, est-ce qu'ils correspondent au mandat des directeurs généraux, puisque Jean Basser, qui est le directeur général de Pôle emploi, a été reconduit dans sa mission. Est-ce que donc il y a un plan pour les 4 ans, ou est-ce que la réinvention est sur ce rythme-là ? Oui, il y a un plan, c'est Pôle emploi 2022, qui a été co-construit d'ailleurs avec les salariés de Pôle emploi. Donc nous avons 50 000 collaborateurs et nous avons organisé des ateliers collaboratifs, des séances de réflexion dans toutes les agences, dans tous les services supports, pour pouvoir réfléchir ensemble aux fondamentaux, aux acquis de Pôle emploi, au chemin déjà parcouru et surtout aux nouvelles étapes à franchir. Et au total, on a associé 27 000 collaborateurs qui, ensemble, ont travaillé, réfléchi, contribué sur une plateforme collaborative et puis qui ont eux-mêmes aussi accueilli des demandeurs d'emploi et des entreprises. On a plus de 5 000 demandeurs d'emploi et entreprises qui ont collaboré à la construction de notre plan stratégique pour en définir toutes les grandes lignes. Il y a un mot qui m'a frappé quand on a préparé cet échange, c'est l'incitation à l'innovation. Alors effectivement, je suis directeur d'agence ou directrice d'agence ou je suis conseiller. Comment allez-vous m'inciter à innover ? Je vais vous citer 3 exemples, par degré croissant d'implication que ça suppose des collaborateurs. La première, c'est qu'on a mis en place assez rapidement une plateforme d'innovation qui permet aux agences, aux conseillers qui ont des idées, de pouvoir les poster en ligne et de pouvoir en faire part. C'était Innovation. Le deuxième exemple que je vais citer, c'est la démarche de Design Thinking. Le Design Thinking, c'est une démarche d'identification et de résolution de problèmes et de tests et d'itération pour trouver des solutions adaptées à son contexte, adaptées aux collaborateurs, adaptées surtout au public bénéficiaire. On a beaucoup travaillé sur l'accueil et sur la qualité de l'accueil parce que le premier pas que vous faites en rentrant dans une agence Pôle emploi vous dit beaucoup de ce que vous allez y trouver. Et bien voilà, donc 400 agences se sont penchées sur les besoins, ont fait de l'écoute des besoins, les ont identifiés, ont travaillé sur de la résolution de problèmes et ont testé des solutions pour améliorer la qualité de l'accueil en agence, qu'il s'agisse de questions de posture ou qu'il s'agisse, par exemple, de questions d'aménagement. Donc là aussi, une formation des agences au design thinking. Puis le troisième exemple, qui est celui finalement qui nécessite le plus d'investissement, c'est l'idée que nous avons parmi nos collaborateurs des pépites, des personnes qu'il faut pouvoir accompagner dans leur projet parce qu'ils ont pu identifier un irritant, quelque chose, un problème à résoudre et qu'ils ont des solutions. Et ça, c'est de l'intrapreneuriat. On a lancé là aussi, depuis 2017, chaque année, un challenge permettant d'identifier des intrapreneurs, c'est-à-dire des personnalités qui avaient une problématique, une colère, une envie de résoudre un problème et des solutions. Et puis, nous avons incubé leurs projets. Nous leur avons associé un développeur, nous leur avons associé des coachs. Et nous avons développé, grâce à ces intrapreneurs, donc on en a accompagné une douzaine à ce stade. Donc on a développé en gros quelques services digitaux qui sont aujourd'hui des services digitaux phares de Pôle emploi et qui sont parmi les plus utilisés grâce à ces collaborateurs qui avaient des frustrations et qui avaient envie de les résoudre. Alors avec vous, Xavier Brossetta, on va changer de culture, on va changer d'entreprise, on va même changer de continent, puisque le groupe Bolloré est présent dans à peu près dans tous les pays du monde. Comment est-ce qu'on peut, dans un groupe familial, donc avec un actionnaire familial fort, sur des activités diversifiées, comment est-ce qu'on peut réinventer, au fond, donner de nouvelles perspectives, un nouveau projet aux collaborateurs ?
La culture managériale de Bolloré est très très marquée par une très forte délégation vers les niveaux très opérationnels, avec donc une très forte décentralisation des décisions qui sont confiées en fait à des managers qui sont proches du terrain et des managers également, et qui sentent le client, qui voient les besoins et qui ont quelque part les libertés et l'autonomie, si vous voulez, pour faire ce qu'il y a de bien pour le client. Et c'est vrai que cette culture de la très forte décentralisation, pour le dire comme ça, du groupe s'est révélé un atout important dans une crise qui a nécessité en effet que on change de business, ou en tout cas d'objet de business assez rapidement pour certaines activités. Et là, le fait qu'il y ait des gens proches du terrain qui voient les besoins, qui sachent sentir leurs clients, qui comprennent de quoi leurs clients ont besoin et qui est ce qu'il faut pour être capable de répondre à ces besoins, évidemment, ça s'est révélé une très très grande force. Alors il y a aussi un outil, un levier dont vous m'avez parlé, qui est l'université Bolloré. C'était quelque chose de nouveau dans le groupe. Cette université Bolloré, elle est faite pour donner des axes, des valeurs communes, une culture d'entreprise commune. Encore une fois, un groupe qui est très décentralisé. En gros, l'université Bolloré a la minute aujourd'hui. En fait, elle nous sert d'une part donc, à faire du top-down, comme je le disais. Donc sur un certain nombre de programmes dont on considère qu'ils sont partie intégrante, si vous voulez, de l'ADN, comme on dit, du groupe. Je pense à la conformité, l'anticorruption, l'antidiscrimination, le RGPD pour l'Europe, encore il y a aussi des sujets RGPD en fait hors de l'Europe, en réalité, à partir du moment où on stocke des données en Europe. Bref, on a un certain nombre d'actions comme ça, et là, poum, on dit, voilà, c'est un programme groupe, il y a du e-learning, il y a des choses comme ça. Merci de déployer. On ne se limite pas au e-learning, évidemment, hein. Il y a bien d'autres actions, mais vu l'université, vous avez un certain nombre de e-learning, vous avez un certain nombre d'actions de formation en présence physique. Voilà, ce sont des actions universités. Merci de déployer. Donc ça. Et l'autre grand domaine qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années, c'est le managérial. Avec des programmes managériaux dont on s'était donné pour ambition qu'ils accompagnent les manageuses et les managers à chaque étape importante de leur carrière. Donc je deviens manager, je deviens manageuse ou manager de manager, je deviens manager d'une équipe large que j'ai éventuellement pas complètement physiquement avec moi, même en temps normal. Hein. Donc je dois gérer des gens qui sont dans plusieurs localisations, éventuellement un peu éloignées les unes des autres. Nawal Brani-Alaoui, à ce stade, vous avez écouté les témoignages des représentants de Carrefour, de Pôle emploi, du groupe Bolloré, donc des groupes très diversifiés par la nature de leur activité. Vous accompagnez des équipes RH, vous accompagnez des entreprises dans leur transformation. Quelles analyses ou que vous inspirent ces différents témoignages ? Moi, je voulais, par rapport au sujet de la table ronde, qui était la transformation de l'entreprise créatrice de valeur, je pense qu'il y a un sujet qu'il faut avoir l'honnêteté d'aborder aujourd'hui, c'est que cette création de valeur ne se fait pas forcément avec tout le corps social, ou en tout cas concerne de manière parfaitement inégale le corps social d'une entreprise. Et les réflexions aujourd'hui d'une grande majorité de DRH, c'est de se dire comment on anticipe cette transformation qui s'est clairement accélérée à l'occasion de cette crise. Vraiment, tous les témoignages le confirment aujourd'hui. Comment, du coup, je fais pour me préparer? Est-ce que vraiment tous ces salariés qui sont concernés, on parle d'hommes et de femmes derrière, est-ce que vraiment ils vont se retrouver chez Pôle emploi, par exemple, ou est-ce qu'il y a une possibilité finalement de les préparer, de les former, de créer des centres de formation d'entreprise? Aujourd'hui, c'est un dispositif qui existe, qui est encore insuffisamment utilisé, mis en place, mais ça se fait pas en un mois. C'est quelque chose qui prend du temps. Les programmes prennent du temps à être mis en place. Et aujourd'hui, c'est une des solutions qui est en tout cas qui fait partie de la réflexion de ces DRH avec lesquels nous travaillons. Donc le CFA, mais qui n'est pas adapté à tous les métiers évidemment, mais bon, le CFA pour faire évoluer le métier de certains métiers plutôt pénibles ou assez difficiles,
les faire évoluer pour les 3, 4, 5 prochaines années en intégrant les nouveaux outils, les nouveaux critères de performance, on en parlait tout à l'heure, hein, ça fait aussi partie de l'évolution du métier, mine de rien. Et ça, c'est une des solutions. Pour que la vraie transformation de l'entreprise, qui est censée créer de la valeur, ne laisse pas trop de salariés sur le bas-côté. Les transformations ont lieu, elles s'accélèrent, elles touchent inégalement le corps social. Du coup, en tant que DRH, depuis ce matin, l'ensemble des tables rondes qu'il y a eu à l'occasion de ce forum montre que de toute façon, cette transformation-là ne va nécessairement pas toucher de la même manière tout le monde, tous les emplois, en fonction des qualifications, de l'expérience, etc. La seule, je dirais, le point important qu'il faut souligner aujourd'hui pour les DRH qui nous écoutent, c'est que cette réflexion-là, aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté de se poser la question et de mettre, je dirais, les mains dedans, d'imaginer les financements possibles, les budgets possibles, parce que souvent, il y a des solutions, alors plus ou moins onéreuses, je dirais, mais il y a des solutions possibles pour que finalement ceux d'aujourd'hui dont l'emploi est menacé continuent demain l'aventure. Et en plus, en tant que DRH, c'est au-delà de la satisfaction de garder ses salariés, bien entendu, il y a aussi le fait que vous capitalisez en fait sur des salariés qui connaissent bien la maison, qui connaissent la culture, etc. Donc ça peut aussi faciliter par rapport à des recrutements totalement extérieurs, qui est parfois la voie utilisée, la voie facile, de se dire cette compétence-là, je ne l'ai pas dans la maison, pour ma transfo de demain, pour créer de la valeur demain, je vais la chercher à l'extérieur. Bien sûr, c'est une solution. On peut aussi imaginer investir dans un profil interne, je dirais, pour accompagner cette création et cette transformation d'entreprise. Si on veut faire une synthèse au fond de cette table ronde et reprendre des propos qui ont été ceux de Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC ce matin, pour dépasser cette crise et pour réinventer l'entreprise, il va falloir au fond être inclusif, être collaboratif et être imaginatif. Et là, dans cette dernière dimension imaginative, ça va être tout le rôle de la fonction RH.